Avant d'introduire notre valeureux conférencier, je me présente, c'est Amis Slimani, rhumatologue à l'est de l'Algérie, Batna. Et avant aussi de parler du thème, je voudrais saluer tous mes confrères, toutes mes consoeurs, tous mes collègues et les saluer pour tous les efforts qu'ils fournissent. Et puis, Rabbi Shfi, tous ceux qui sont à l'hôpital et hommage à tous ceux qui sont perdus, qui ont perdu la vie ou perdu un être cher. Et j'espère qu'on verra le bout du tunnel bientôt, Inch'Allah. Voilà, donc merci à Magfar pour l'invitation, pour leurs efforts dans le cadre de la FMC et particulièrement M. Ammar qui a coordonné ce webinaire. Nous avons parmi nous M. Xavier Chevalier, qui est professeur en rhumatologie, chef de service à l'hôpital Henri Mandor à Paris, et qui est très spécialisé dans le domaine de l'arthrose, de la prise en charge de l'arthrose, des pathologies rachidiennes, et qui a participé à l'élaboration des premières et plus récentes recommandations françaises dans le cadre du traitement non chirurgical de la gonarthrose. Voilà, donc, le professeur Chevalier va nous parler des implications pratiques de ces recommandations sur notre pratique quotidienne. Je vous passe la parole, monsieur Chevalier. Merci beaucoup, professeur Slimani. Alors d'abord, je voulais dire, ça fait quand même la deuxième fois qu'on a ces genres de webinaires grâce au laboratoire Magfarm. C'était un vrai plaisir. J'espère que c'était un plaisir partagé lors de la première réunion. C'est en tout cas pour moi un vrai plaisir de le faire avec vous encore aujourd'hui. Je voulais aussi remercier donc, pour sa présidence notre ami Sami Slimani. Remercier bien sûr les laboratoires Magfarm parce que c'est grâce à eux qu'on peut parler d'arthrose. Et plus on parle d'arthrose, eh bien, je trouve que mieux c'est. Et donc, c'est vraiment un plaisir. Voilà. Ce que je voudrais dire aussi, et j'ai beaucoup apprécié le petit mot de M. Slimani parce que je sais que vous êtes dans une période aussi de Covid. Nous, on a connu du très dur. Je pense à tous les gens qui sont malades et je pense à tout ce que vous faites pour tous nos concitoyens. Et c'est vraiment pas rien. Voilà. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est les recommandations de la SFR dans le traitement de la pharmacologie de la gonarthrose. Alors, c'est pas par esprit cocardier, hein. C'est simplement parce que j'y ai participé. C'est toujours mieux de discuter de recommandations auxquelles on a participé que de commenter celles auxquelles on n'a pas participé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce que je voulais vous dire, c'est que je trouve que ces recommandations, on le verra au fil de l'eau, elles ne sont pas dogmatiques. On les a fait dans un esprit le plus pratique possible. Et vous verrez qu'on est moins dogmatique, en particulier que, par exemple, les collègues, par exemple, nord-américains, notamment sur un certain nombre de produits. Si je ne peux pas passer mes diapos, ça va être compliqué. Voilà mes conflits d'intérêts. Et on passe à la première chose. Alors, avant de vous parler du domaine de la prise en charge pharmacologique, je voulais vous rappeler que ce qui reste la base de la prise en charge de la gonarthrose, ainsi que de la coxarthrose, ça reste une approche non pharmacologique. Alors, je ne vais pas vous faire le catalogue que vous connaissez aussi bien que moi, des exercices, de la surveillance sur le poids, des exercices en balnéothérapie, des autoprogrammes. Tout ce qui touche à cette prise en charge non pharmacologique est essentiel, elle est de base. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il y a une large preuve dans la littérature pour montrer que ça marche. Il y a aussi pas d'éléments de la littérature qui permettent de dire qu'un autoprogramme, c'est supérieur à un programme chez le kiné, que la kinésie en aérobie, c'est supérieur à la kinésie en anaérobie. Voilà. Donc il faut, je crois, surtout retenir que c'est absolument majeur, qu'il ne faut pas faire des médicaments sans faire de l'exercice, et qu'il faut bien sûr adapter ça à chaque profil de patient. Ce que vous pouvez faire avec un patient qui fait 45 kg, vous ne pourrez pas le faire avec un patient obèse, et il faut donc l'adapter à chaque patient. Alors venons dans le vif du sujet, qui sont les premières recommandations que nous avons éditées à la Société française de rhumatologie sur la prise en charge de la gonarthrose. On va les reprendre à peu près les unes après les autres, mais je vous ai mis en bleu ce qui étaient les recommandations peut-être les plus importantes sur lesquelles on va revenir au fil de l'eau, au fil de l'eau dans ce topo. Alors, la première chose, c'est de vous rappeler que dans la gonarthrose, vous savez tous, c'est que finalement, on a assez peu de médicaments. Alors, en général, et là, je vous fais simplement cas de ce que je fais moi habituellement. On débute souvent par le paracétamol. On viendra sur les limites des paracétamol. On passe souvent, en tout cas, c'est mon habitude personnelle, sur un médicament dit à action lente, qui ont été beaucoup décriés, peut-être sans doute trop. On peut rajouter de façon ponctuelle un anti-inflammatoire, et puis on arrive à des opioïdes ou des opioïdes-like, c'est-à-dire que très vite,
on va arriver dans la gonarthrose à un analgésique de niveau 2, et puis aux opioïdes, et puis vous voyez qu'on fait un espèce de cercle un peu vicieux, parce que quand on arrive aux opioïdes, c'est qu'on ne sait pas faire autre chose, et les opioïdes, vous verrez, ne sont pas forcément recommandés dans une maladie chronique. Toujours important à retenir, même si vous le savez autant que moi, dans une maladie chronique dont le niveau de la douleur est très fluctuant, à la fois d'un malade à l'autre, mais aussi au sein d'un propre malade, puisque vous savez que finalement, surtout dans la gonarthrose, la douleur peut fluctuer, l'effet placebo de n'importe quel type de médicament est très élevé. Ce n'est pas très étonnant, on est dans une maladie chronique. C'est vrai pour tous les médicaments par voie orale, c'est encore plus vrai, vous le savez, on a parlé d'acide hyaluronique il y a 15 jours pour n'importe quelle injection intra-articulaire, où là on peut peut-être parler de vrai faux placebo. Donc ça veut simplement dire que quand vous avez un effet placebo qui est relativement élevé, eh bien, il faut que le médicament qui passe cette barre ait un effet propre qui soit lui-même relativement élevé. Alors, on commence par la première recommandation de la Société française de rhumato qui concerne le paracétamol. Bon, le paracétamol ne doit pas être nécessairement prescrit de manière systématique ou continue. Vous savez que pendant très longtemps, les recommandations, quelles qu'elles soient, en particulier les recommandations internationales de l'American College, mais également de l'ORC, mettaient toujours le paracétamol en première ligne. Alors, il faut bien comprendre ce qu'on a voulu dire dans cette recommandation. On n'a pas dit qu'il ne fallait pas utiliser le paracétamol. On a dit que le paracétamol n'était pas un prérequis pour pouvoir utiliser d'autres médicaments. Pourquoi ? Parce que le niveau d'efficacité du paracétamol, vous savez tous, est extrêmement faible. Le niveau d'efficacité du paracétamol est faible. Je vous ai choisi simplement cette étude publiée dans le Lancet, qui faisait usage de l'efficacité des anti-inflammatoires au sens large, mais également du paracétamol. Et vous voyez que lorsqu'on fait des analyses dites en réseau, ces fameuses méta-analyses en réseau, vous voyez que même à 3 et à 4 grammes, on a un petit effet du placebo, mais avec un effet taille qui est relativement faible, pour ne pas dire très faible. Bon, ça recoupe ce qu'on sait et ce qu'on fait en pratique. Nombre de nos patients, pour ne pas dire la grande majorité, ont une réponse au placebo qui est faible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer le placebo, et que le placebo, qu'il ne faut pas essayer le paracétamol, et que le paracétamol, eh bien, lorsque ça marche, eh bien, on se contente de donner du paracétamol. Donc, premier point, l'efficacité du paracétamol est faible. Il faut le donner au moins à 3 grammes, mais je vous rappelle une certaine vigilance à 4 grammes. Pourquoi ? Parce que très longtemps, le paracétamol a été regardé comme finalement un médicament avec un profil de tolérance tout à fait excellent. Ce n'est pas tout à fait vrai. Depuis longtemps, on sait qu'il y a une toxicité hépatique du paracétamol. Attention, attention aux automédications des malades qui pensent que lorsqu'ils prennent une association, par exemple, d'un paracétamol avec un autre produit, d'un peu de tramadol avec autre chose, vous pouvez cumuler une dose qui va au-delà de 4 grammes. Si tant est que vous ayez un foie qui ne marche pas très bien, eh bien, vous pouvez avoir une toxicité hépatique. La première cause de défaillance hépatique dans les réanimations hépatiques, c'est des surdosages en paracétamol et pas forcément des surdosages volontaires. Qu'est-ce qu'on a appris au fil de l'eau ? On a appris que le paracétamol pouvait avoir une toxicité cardiovasculaire, ça c'était un peu plus surprenant, que cette toxicité cardiovasculaire elle est moins importante que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais qu'elle est liée à la dose et à la durée. Et il a été montré, en particulier chez les gens qui avaient des antécédents cardiovasculaires, qu'une prise très élevée de paracétamol sur un temps relativement long pouvait augmenter l'incidence des événements cardiovasculaires. Pourquoi ? Probablement parce que le paracétamol a quelque chose à faire avec une inhibition des COX. Petite inhibition des COX, en particulier la COX-3, peut entraîner un petit risque cardiovasculaire. Donc, trop forte dose sur une prescription qui n'est pas réfléchie au très long cours, méfiance chez en particulier le profil de nos patients qui sont à haut risque cardiovasculaire. Toxicité digestive, ça c'est plus surprenant. Et en fait, je vous ai repris cette étude qui commence à dater, mais qui est vraiment une étude publiée, une étude pivot qui a été publiée en 2011 par Doherty, que j'imagine vous avez tous vu à un moment ou à un autre paraître. C'est une étude très intéressante parce que c'est une étude qui compare le paracétamol à un anti-inflammatoire plutôt de bon profil de tolérance digestive qui est l'ibuprofène. Et la combinaison des deux. Et vous voyez que lorsque vous prenez au long cours du paracétamol, vous avez aussi une petite atteinte digestive et même une petite diminution du taux de l'hémoglobine.
Donc, ça veut dire que 3 grammes de paracétamol pris de façon irraisonnée sans surveillance sont presque aussi toxiques qu'une prise de 1200 mg d'ibuprofène. Et là encore, le mécanisme d'action du paracétamol en termes de tolérance rejoint très probablement un effet un peu anti-COX, et notamment un petit effet anti-COX-2. Donc, pour finir sur le paracétamol, les recommandations ne disent pas qu'on ne peut pas l'utiliser, ça serait stupide, mais il faut faire attention à un mésusage du paracétamol sur des doses trop fortes, prescrites au très long cours sans faire attention. En particulier chez les patients qui ont des antécédents soit digestifs, soit cardiovasculaires. Donc la prescription n'est pas systématique. Alors, je vais aller beaucoup plus vite sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens parce que j'ai vraiment rien de nouveau à vous apprendre sous le soleil. Toutes les recommandations disent la même chose, on fait tous la même chose. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens dans l'arthrose, que ce soit de la hanche ou du genou, doivent être utilisés sur la période la plus courte et à la dose la plus faible. Et vous savez pourquoi? Parce que on cumule avec les anti-inflammatoires stéroïdiens une toxicité à la fois digestive, je ne vais pas revenir dessus, c'est archi connu, une toxicité cardiovasculaire qui est maintenant très connue, qui inclut les coxibes, donc les sélectifs anti-COX-2, mais également les non-coxibes, puisque je vous rappelle que les anti-inflammatoires, qu'ils soient coxibes ou non-coxibes, peuvent avoir une toxicité cardiovasculaire. Je vous rappelle aussi que si vous avez un choix à faire en termes de toxicité digestive, il va falloir privilégier les médicaments qui sont le plus anti-COX-2, soit des sélectifs anti-COX-2, soit des médicaments, par exemple, comme le diclofénac, qui se rapproche plus d'un anti-COX-2 en termes de tolérance digestive. Et puis ce qu'on sait bien aussi, ce qu'il faut toujours garder en mémoire, c'est que les anti-inflammatoires peuvent être extrêmement dangereux dans une population de gens très âgés. Et vous savez bien que chez les patients âgés, qui ont un peu d'hypertension, qui ont un peu de diabète, qui ont un peu de syndrome métabolique, ils ont très souvent une connotation d'atteinte rénale. Et la fameuse triade délétère, c'est l'association d'un diurétique, d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion, auquel, en particulier en période d'été chez nous, mais chez vous il fait toujours chaud, vous rajoutez un anti-inflammatoire et vous cassez le rein parce que vous allez diminuer l'effet vasodilatateur et donc vous allez casser cet effet par l'effet d'inhibition des prostacyclines et vous allez entraîner une vasoconstriction qui va précipiter une atteinte rénale. Donc prudence sur ces 3 domaines des anti-inflammatoires, sur lesquels finalement je n'ai pas très envie d'insister parce que c'est archi connu. Il va donc falloir faire à l'échelon individuel la balance entre le risque digestif et le risque cardiovasculaire, en sachant que chez nos malades, il participe souvent un peu des deux. Alors je vais vous prendre simplement un exemple de celui qui est certainement le plus prescrit en France, qui est le diclofénac, 150 mg, qu'on prescrit volontiers sur du LP 75 x 2. Vous voyez qu'en termes de réponse, c'est-à-dire d'efficacité des anti-inflammatoires, ils ne sont pas tous aussi efficaces les uns que les autres. Et je vous montre simplement que les 2 plus efficaces actuels, c'est les toricoxibes, mais les toricoxibes, il n'est pas admis à 80 mg dans l'indication dans la gonarthrose chez nous en France. Il est admis à 30 et au maximum 60. Et finalement, c'est le diclofénac. Donc, le diclofénac est un très bon anti-inflammatoire en termes d'antalgie, en termes de réponse vis-à-vis de la douleur, mais par contre, c'est un de ceux qui a le moins bon profil de tolérance cardiovasculaire parce qu'en fait, le diclofénac qui était parmi les anti-inflammatoires stéroïdiens, celui qui a peut-être, qui se rapproche le plus d'un coxib, c'est-à-dire qui est assez anti-COX-2. Donc, meilleure tolérance digestive, mais moins bonne tolérance cardiovasculaire. Et vous voyez que lorsqu'on compare le diclofénac au paracétamol, lorsqu'on compare l'ibuprofène, et encore mieux lorsqu'on compare au naproxène, c'est un de ceux qui vont entraîner en termes d'incidence le plus de risques d'incidence d'événements cardiovasculaires, qu'il s'agisse d'événements cardiaques purs, mais également d'infarctus du myocarde, mais également d'accidents de type AVC. Donc se souvenir que tous les anti-inflammatoires ne se ressemblent pas tous, qu'il va donc falloir peser les comorbidités chez chacun de ces patients, mais là encore je crois que j'enfonce un certain nombre de portes ouvertes puisque ça a été dit et répété. Alors, paracétamol, anti-inflammatoire stéroïdien, petite case d'un médicament qui arrive sur le marché qui est le curcuma. Pourquoi le curcuma? Parce que je l'ai mis juste après les anti-inflammatoires, parce que finalement, un des mécanismes d'action du curcuma, c'est finalement plutôt une inhibition de la production des prostaglandines. Et donc, dans le profil pharmacologique et des effets in vitro du curcuma, on se rapproche plus d'un anti-inflammatoire que d'un antalgique pur. Et vous voyez par exemple que si vous regardez la production de prostaglandines et que vous augmentez
vous donnez du curcuma à une dose de 5 microgrammes, 5 micromolaires, eh bien, ça vous rapprochez franchement de l'effet d'un anti-inflammatoire non stéroïdien. Donc, le curcuma peut avoir un effet anti-inflammatoire non stéroïdien. Alors, on parle de curcuma pharmacologique. On ne parle pas du curcuma qu'on mange dans la nourriture. Là, je vous parle d'un curcuma qui est purifié, qui était celui qui a été publié par notre ami Yvan Rotin, avec un essai qui a été publié maintenant il y a l'année dernière dans Arthritis Research Therapy, qui montre que 2 doses de ce curcuma hautement purifié sont supérieures au placebo, avec un petit effet supérieur de la forte dose sur la dose la plus faible, quoique l'effet ne soit pas très important entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est 4 à 6 capsules par jour, sur un suivi à 3 mois. C'est un essai randomisé contre placebo, qui montre que le curcuma a un effet supérieur au placebo à 1 mois et encore à 3 mois. Est-ce que ça correspond à un véritable effet pharmacologique? La réponse c'est oui, puisque ces auteurs avaient dans cet essai regardé le taux mesurable dans le sérum de la curcumine, et vous voyez qu'on a un taux mesurable dans la curcumine qui montre bien que cet effet passe par effet systémique. Il faut rappeler dans cette classe thérapeutique qu'on a des inconforts digestifs et souvent des troubles digestifs qui ne sont pas sans rappeler ceux des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce qui n'est pas très étonnant puisqu'on a un effet qui est proche de celui d'un anti-inflammatoire non stéroïdien. Donc prudence chez les gens qui ont déjà des troubles intestinaux sur les anti-inflammatoires. C'est pas recommandé de les co-prescrire avec un anti-inflammatoire. Attention à ceux qui ont des AVK également ou de l'aspirine au long cours, précisément parce que vous allez cumuler le risque des anti-inflammatoires. Simplement vous rappeler qu'il n'y a pas qu'une seule étude, mais que prenant le même produit, dans le LAR virtuel que nous avons eu la chance d'avoir par différentes communications, eh bien vous avez un deuxième essai qui est fait par une deuxième équipe et qui montre à nouveau un essai randomisé contre placebo. Vous avez une diminution intergroupe sur la douleur qui est à 10 mm, qui est donc ce qu'on appelle 10 mm, c'est cliniquement pertinent, la différence entre le placebo et le Vérum. Et vous voyez qu'on diminue également sur le WOMAC et sur le moins de fonction de façon substantielle. Il n'y a pas de différence sur la synovite et sur l'épanchement, mais la réduction sur le WOMAC douleur est significative et vous voyez que le taux des événements indésirables était à peu près le même dans le groupe placebo que dans le groupe curcuma, mais je vous rappelle, petite vigilance sur les phénomènes digestifs, sur les diarrhées, sur les inconforts qu'on peut voir avec ce type de médicament. Donc 2 essais maintenant avec la curcuma, et on n'est pas mécontent de voir arriver sur le marché un médicament supplémentaire, puisque en dehors du paracétamol et des anti-inflammatoires, et comme je vais parler des anti-arthritiques accélérantes, on n'avait pas d'autres médicaments. Donc c'est un médicament que moi j'essaie de temps en temps, que je poursuis lorsqu'il est bien toléré, que je commence à 30-60 mg et que vous pouvez passer à une dose un peu plus élevée si tant est qu'elle soit bien tolérée. Donc je vous recommande de commencer à dose faible sur 1 ou 2 semaines et puis de monter les doses pour voir si vous avez un effet qui est plus optimal. Alors je passe, avant de passer dans les anti-arthritiques accélérantes, je passe aux opioïdes forts. Nous avons mis grande prudence dans les opioïdes forts. Les anglo-saxons ont été beaucoup plus rigides que nous. Je crois qu'en ce domaine, ils avaient sans doute un peu raison. Les opioïdes forts dans une maladie au long cours, c'est certainement pas la solution. Pourquoi? D'abord parce que dans une maladie chronique, l'effet symptomatique n'est pas si élevé. Je ne vous l'ai pas rapporté, mais c'était publié dans le JAMA. Dans des maladies qui ne sont pas cancéreuses, où la douleur n'est pas excessivement élevée, l'effet des opioïdes au long cours n'est pas extraordinaire. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas, de façon ponctuelle, rendre service à un malade qui, par exemple, a un stade 4 très évolué, qui souffre jour et nuit, mais que vous ne pouvez pas opérer. Une petite dose transitoire de morphine ne va pas l'aider à passer un cap très doux. Par contre, et vous le savez, évidemment, le problème de la prescription au long cours des opioïdes, ce sont les effets secondaires au long cours, avec bien sûr les effets respiratoires, bien sûr les effets de constipation, bien sûr le risque de chute, mais également les événements cardiovasculaires qui sont liés à la prise d'opioïdes. Donc la balance bénéfice-risque des opioïdes est défavorable, et on a donc recommandé une très grande prudence, pour ne pas dire plus. Les dernières recommandations de l'ORC, vous savez, interdisent pratiquement la prescription d'opioïdes. Est-ce qu'il en est autant pour les opioïdes faibles? On peut bien sûr utiliser des niveaux 2, possible, mais également prudence. Pourquoi prudence? Parce que cette classe de médicaments, et en particulier, pour ne pas le citer, le tramadol, sont vraiment associés à un très grand nombre d'effets secondaires, mais c'est vrai aussi si vous prenez des
des antidépresseurs à niveau à expression antalgique comme le duloxétine, c'est également associé à un grand nombre d'effets secondaires. Alors, simplement un mot sur le tramadol, qu'on utilise quand même beaucoup dans la gonarthrose. C'est un médicament qui a un effet antalgique certain. Mais ce n'est pas simplement un récepteur, c'est pas simplement un opioïde, un agoniste des opioïdes. C'est aussi un effet inhibiteur de la recapture de la sérotonine. Donc vous voyez qu'il y a un double effet antalgique avec ce produit. Pourquoi est-ce qu'on a une si grande variabilité des effets secondaires et de l'effet thérapeutique du tramadol, y compris au long cours chez un même malade? Parce que l'effet opioïde là dépend franchement du métabolique, dont le niveau dans le sang est extrêmement variable. Donc en fait, vous avez un équivalent morphinique qui est beaucoup plus sensible aux variations qu'il ne l'est avec l'usage d'un opioïde. Et ceci explique certainement le fait que le taux des effets secondaires avec le tramadol est très variable d'un patient à l'autre, et vous savez bien que dans la pratique courante, on a des médicaments, on a des patients qui supportent très bien le tramadol, puis d'autres qui ne le supportent pas du tout. Avec ici, je vous ai mis la gamme de ce que peut donner le tramadol, c'est-à-dire des troubles digestifs, des constipations, des troubles sur la somnolence et sur l'éveil, des sensations vertigineuses, des fluctuations du niveau de la tension artérielle, des sueurs, des fièvres, et j'en passe et des meilleurs. Donc, il est vrai que l'incidence des effets secondaires avec le tramadol rend l'utilisation de ce produit parfois un peu compliquée. Ce qui vient encore plus compliquer les choses, c'est les résultats très récents de plusieurs études. Alors, je ne vous ai pas rapporté la fameuse étude du JAMA qui montre que c'est une grande étude épidémiologique rétrospective qui montre que l'usage de tramadol serait, je dis bien en conditionnel, serait associé à une plus forte mortalité, sans que le mécanisme de relation de cause à effet entre la prise du tramadol et la mortalité soit bien expliqué. N'empêche que, lors du dernier EULAR, avec une communication orale, cet auteur Lee a rapporté aussi des risques avec le tramadol, et à nouveau, bon, certes, heureusement pas très élevés, mais dans les comparaisons des études qui ont été faites anti-inflammatoires, une petite augmentation de la mortalité. Est-ce que c'est parce que ça survient sur les personnes âgées et que ça est associé à des risques de chute? Est-ce que c'est par le biais d'un risque cardiovasculaire? On ne sait pas trop bien. Mais vous voyez qu'on a l'observation d'événements secondaires un peu surprenants avec ce produit, à la fois sur le risque cardiovasculaire, à la fois sur le risque de thrombose veineuse, est-ce que c'est par une augmentation de l'alignement, à la fois sur le risque de fracture. Bon, je pense qu'on ne sait pas encore assez sur les effets secondaires graves du paracétamol, mais simplement gardons en mémoire que c'est la deuxième étude qui montre qu'avec l'utilisation de produits qui se rapprochent finalement des opioïdes, on retrouve des petits effets secondaires qu'on avait déjà l'habitude d'observer avec les opioïdes. Donc, prudence sur ces niveaux 2. Alors, paracétamol, anti-inflammatoire non stéroïdien, curcumine peut-être à l'avenir, en tout cas une autre qui va compléter notre gamme, opioïdes plutôt globalement non, anti-arthrosique à action lente. Alors, si vraiment il y a une classe de produits qui a subi des attaques répétées, c'est bien la classe anti-arthrosique symptomatique à action lente. Nous avons été beaucoup plus pondérés dans les recommandations qu'on a éditées et qui, je dois vous le dire, vont être publiées très prochainement dans la revue du rhumatisme et dans le JBJS, dans le journal en Bone Spine, sur les anti-arthrosiques symptomatiques à action lente. D'abord parce que lorsqu'on s'est réunis sur les recommandations, on a fait une revue de la littérature, mais aussi on a fait beaucoup de discussions, de consensus d'experts en tenant compte de la pratique. Et globalement, ce qui est ressorti, c'est qu'on pouvait proposer cette catégorie de médicaments parce que ça rendait service, parce que le niveau d'activité de ces médicaments, les effets taille, finalement, étaient assez proches de celui du paracétamol, voire un tout petit peu au-dessus, et que c'était de nature à rendre service, et que surtout, la balance bénéfice-risque de ces médicaments, lorsqu'ils apportent un petit plus, je n'ai pas dit que ça apportait un grand plus, avait un profil de tolérance qui était excellent. Avec ce que nous a complété dans cet item, le fait que nous n'avons pas, en tout cas on pensait que nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour retenir un effet chondroprotecteur. Donc peuvent être proposés, l'effet chondroprotecteur mérite d'être consolidé, et nous l'avons pas retenu dans notre recommandation. Alors, je vais vous prendre quelques exemples qui étayent notre décision que nous avons prise à la SFR. Voici cette Cochrane Review sur la chondroïtine sulfate qui commence à dater, qui date d'il y a 5 ans. Vous voyez qu'en petit carré noir, c'est ce que donnent les effets par rapport au placebo sur un effet à court terme et sur un effet à long terme. Et vous voyez que le SMR n'est pas si mauvais que ça, et que la différence absolue avec le placebo se varie entre moins 14 et moins 5, et en moyenne de moins 10%, ce qui n'est pas nul. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que les anti-oxydantes, ça a l'effet d'un corticoïde intrajectable,
ça a l'effet d'un anti-inflammatoire tel que le diclofénac très fort, mais ça peut permettre d'ajouter à notre gamme thérapeutique un petit effet qui est important. C'est vrai pour la chondroïtine, et je vous montre par exemple une comparaison très intéressante publiée il y a 2 ans par Register dans ARD, donc une revue de très haut impact factor, qui comparait le Celebrex 200 à la chondrosulf, c'est-à-dire une chondroïtine sulfate 800 mg, donc pas 1200, mais 800 mg. Et vous voyez que lorsqu'on regarde les courbes sur ces deux histogrammes, lorsqu'on s'adresse au lequel ou lorsqu'on s'adresse simplement à l'analyse de la douleur sur une EVA, eh bien les deux courbes, les deux médicaments sont supérieurs au placebo, et les deux médicaments sont vraiment, les deux courbes sont calquées l'une sur l'autre. Mais, les très grands avantages de l'anti-arthrosique actionnante, c'est que vous ne vous exposez pas à une prise au très long cours d'un anti-inflammatoire non stéroïdien, donc vous ne vous exposez pas au risque, par exemple, d'intolérance cardiovasculaire avec un coxib. Donc c'est important de garder ça. L'anti-arthrosique actionnante a un effet qui est de l'ordre de celui d'un anti-inflammatoire, qui n'est peut-être pas le plus puissant, mais qui est de l'ordre de celui d'un anti-inflammatoire, sans exposer au risque à long cours. Et c'est aussi vrai de la glucosamine. Il n'y a pas de différence en termes d'effet entre chondroïtine et glucosamine. Il a été dit et rapporté par certaines publications que la combinaison des deux peut avoir un effet supplémentaire. Et je vous rappelle que dans la vieille étude GATE, la fameuse étude GATE publiée dans New England, l'effet de la combinaison des deux traitements était efficace, notamment chez les patients qui avaient une effusion, c'est-à-dire qui avaient un épanchement symptomatique. Donc, nous avons donc proposé, qui est dit dans les recommandations qu'on pouvait l'utiliser. Vous pouvez utiliser la chondroïtine, vous pouvez utiliser la glucosamine. Je n'ai pas à titre personnel, on pourra en discuter, d'éléments qui puissent interdire l'utilisation des deux, pourquoi pas, en sachant que la littérature est relativement pauvre, mais qu'on a quelques essais publiés dans la littérature qui montrent que l'association des deux peut être efficace. Alors, voici par exemple la JAMA, pour vous simplement vous citer cette étude qui montre que la chondroïtine, la glucosamine et l'association des deux est plus efficace que l'association des un, et ça c'est une publication qui est récente puisqu'elle date de l'année dernière dans le JAMA. On n'a pas retenu un effet chondroprotecteur anti-arthrosique à action lente. Pourquoi? Parce que je vous montre deux exemples. Ici, il s'agit d'étudier l'évolution dans des études qui sont en général sur 2 voire 3 ans de la glucosamine et de la chondroïtine sur le pincement de l'interligne. Alors, il y a un petit effet, mais ces études ont été, vous le savez, en particulier les premières études faites par Register, assez critiquées. Et on a convenu que l'effet chondroprotecteur, en particulier lorsqu'on se passe avec un endpoint sur le pincement de l'interligne qui peut être mesuré sur une radiographie, méritait sans doute des études beaucoup plus larges. Alors, lorsqu'on regarde de façon rétrospective et lorsqu'on prend ces études, ce qu'a fait Register, Olivier Bruyère de l'équipe de Register, et qu'il a regardé finalement les gens qui avaient eu pendant 2 à 3 ans, par exemple de la glucosamine, est-ce que lorsqu'on les suivait au long cours, on avait un taux d'incidence de la prothèse qui diminuait? La réponse est plutôt oui. Donc, il y a certainement un bruit de fond intéressant avec ces produits en termes de chondroprotection. Il n'y a à mon sens pas d'éléments suffisants pour pouvoir affirmer qu'il y a un effet chondroprotecteur net avec l'anti-arthrosique actif. Pour autant, si on change la façon de mesurer l'effet chondroprotecteur et qu'on s'adresse cette fois-ci à des choses qui sont plus sensibles, c'est-à-dire l'épaisseur du cartilage, puisque vous savez que la radio, il faut attendre très longtemps, et que de toute façon, c'est un mauvais marqueur, c'est un mauvais élément pour mesurer, c'est un élément qui est trop soumis à des fluctuations pour mesurer la chondroprotection. Vous voyez que cette étude qui a été publiée maintenant il y a 3 ans par Pelletier, qui mesurait la différence entre la chondroïtine et la célicoxib en termes d'épargne de l'épaisseur du cartilage, mesurée cette fois-ci par IRM, eh bien vous avez un petit effet significatif supérieur de la chondroïtine par la célicoxib. Bon, je résume, en termes de chondroprotection, il y a sans doute un bruit de fond. Ce bruit de fond n'est pas suffisant pour affirmer qu'on a un effet chondroprotecteur, mais ça ne veut pas dire que les études pour long cours demain ne permettront pas de le dire. Je pense que ça mérite des études plus larges. Alors, toujours dans la gamme des médicaments, nous avons discuté de la duloxétine. Vous savez que la duloxétine n'a pas d'AMM en France dans les traitements de la gonarthrose. Si on le compare par exemple à ce qu'ont dit les Américains, en particulier dans les récentes recommandations de la CR et celles de l'ORCI, la duloxétine est acceptée chez les patients qui ont une douleur du genou, mais qui sont aussi associés à une douleur un peu plus diffuse, qui ont une note un peu dépressive.
Et vous savez que la duloxétine, ça appartient à la famille des inhibiteurs de recapture de la sérotonine. C'est un antidépresseur. C'est un antidépresseur qui a tous les effets secondaires des antidépresseurs de cette classe, mais qui a aussi un effet antalgique supérieur à nos autres antidépresseurs. Donc, est-ce qu'il peut être prescrit? La réponse, c'est oui, en absence d'alternatives thérapeutiques, en se rappelant que la duloxétine, il est efficace dans les méta-analyses, ça c'est clair, à la dose de 30 puis de 60 mg par jour. Vous savez que vous pouvez monter la dose jusqu'à 60 mg par jour. Plus vous montez la dose, plus vous augmentez le risque d'effets secondaires. Et je veux simplement vous rappeler que les effets secondaires avec la duloxétine sont malheureusement fréquents parce qu'ils appartiennent à la classe de tous les effets secondaires qu'on voit avec les inhibiteurs de la recapture de la noradrénaline et de la sérotonine. Et donc, vous avez le risque de nausée, de constipation, de sécheresse buccale, de diarrhée, de fatigue, bourdonnement, de baisse de la libido, j'en passe et des meilleurs, variation d'hypertension, prise de poids, etc. Prise de poids ou diminution du poids, donc variation pondérale. Donc, nous sommes dans une classe thérapeutique où le risque d'arrêt pour effet secondaire est augmenté de 30% par rapport à la prise d'un placebo, ce qui est loin d'être négligeable. Alors, on en arrive maintenant, on sort des médicaments, on va arriver aux topiques. On a dit qu'il y avait deux recommandations qui ont concerné les topiques, les anti-inflammatoires et la capsaïcine. Un petit commentaire, pardon, sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens, toutes les recommandations disent la même chose. Les topiques, c'est efficace. Un topique d'anti-inflammatoire non stéroïdien, c'est moins efficace qu'une prise par voie orale, mais c'est efficace. C'est surtout efficace pour les articulations superficielles comme la main et le genou. Évidemment, ça ne l'est pas pour les articulations profondes. Il ne faut certainement pas se priver de l'utilisation d'anti-inflammatoires en topique. C'est bien toléré, ça n'a pas les effets systémiques des anti-inflammatoires par voie orale. La capsaïcine, on l'a recommandé. Je crois que c'est un commentaire, on pourra en discuter. Sans doute que peut-être, pour être franc, un certain nombre d'experts parmi nous l'utilisaient peu, pour ne pas dire très peu. Les données de littérature sont quand même très limitées. Quand elles ont été faites, elles montrent qu'elles sont supérieures au placebo, mais je vous rappelle que la capsaïcine, c'est à un très très faible pourcentage, hein, ce n'est pas celle qu'on utilise comme le Qutenza. Ça peut donner des petites brûlures, une sensation de brûlure assez désagréable, donc ça peut être par exemple ça peut être utilisé pour l'arthrose des doigts. Soyons honnêtes, ce n'est pas un médicament qu'on utilise habituellement. Ça méritera des études un peu plus solides avant de dire que c'est uniformément recommandé. Alors, il nous reste ces injections par voie intra-articulaire. Je vous ai déjà parlé la semaine dernière des injections acide hyaluronique, donc je ne vais pas y revenir. De façon très brève, Et deux mots sur les injections de corticoïdes et ce qu'on peut en dire. Alors, je vais vous dire des choses que vous connaissez absolument par cœur. Bien sûr, les injections de corticoïdes peuvent être proposées, surtout en période inflammatoire, avec un empêchement articulaire. Est-ce que ça veut dire que la littérature est très tranchée sur le fait de faire un corticoïde uniquement en période d'inflammation? La réponse c'est non. Il a été montré par des études qui sont relativement anciennes, pour ne pas dire très anciennes, qu'un corticoïde injectable marchait presque toujours aussi bien qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas un épanchement dans le genou. Si on regarde les corticoïdes à libération prolongée, le fameux produit qui est le FX des Américains, qui donc, vous savez maintenant, est recommandé et a une place sur le marché aux États-Unis, qui est donc une libération prolongée, non pas d'hexacétonine, mais simplement de triamcinolone. Et qui montre que le produit, finalement, est quand même plus efficace lorsque vous avez un épanchement que lorsqu'on n'a pas d'épanchement. Donc, c'est quand même du bon sens. Il est logique d'utiliser un anti-inflammatoire lorsque vous avez une période d'inflammation. Et je crois qu'on sera tous à peu près d'accord pour dire qu'on privilégie bien entendu le corticoïde lorsqu'on est en période inflammatoire. Ceci ne veut pas dire qu'un petit épanchement, j'ai l'impression qu'il ne répond pas bien aux anti-inflammatoires, qui ne répond pas bien en paracétamol, peut ne pas faire partie, on ne peut pas lui proposer une injection intra-articulaire d'un corticoïde. Est-ce que ces fameuses injections sont dangereuses pour le cartilage? Vous avez la fameuse étude de McAlindon, publiée dans le JAMA, qui montre que l'utilisation répétée d'injections de triamcinolone au rythme de tous les 3 mois pendant 2 ans pouvait entraîner une petite perte du volume du cartilage. Mais honnêtement, la grosse critique de cette étude, c'est que ce n'est pas du tout ce qu'on fait en pratique courante.
aucun d'entre nous ne fait sur un genou qui n'est pas inflammatoire un corticoïde. Donc, si par exemple on prend l'étude Koala, qui est une étude cette fois-ci plus de la vraie vie, qui a regardé de façon rétrospective qu'est-ce qui se passe lorsqu'on regarde des patients qui ont eu des injections de corticoïdes, en termes de mise en place de prothèses, on s'aperçoit que finalement ça ne change pas grand-chose, et que par contre dans cette étude, les acides hyaluroniques peuvent avoir un petit effet protecteur. Pour en terminer avec les corticoïdes, je crois que si les corticoïdes avaient un effet extrêmement délétère sur l'évolution, il y a longtemps qu'on le saurait, et encore une fois, l'essai de McAlindon, qui a le mérite d'exister, ne correspond pas à ce qu'on fait dans la vie, courante. Les acides hyaluroniques, on a beaucoup parlé, je ne vais pas revenir, pour vous dire simplement que finalement, ça a une bonne place entre les injections de corticoïdes et éventuellement les injections de PRP. On pourra peut-être en discuter si vous voulez, mais je vais passer. Et donc, je souhaiterais qu'on discute un tout petit peu plus du PRP, parce que c'est quand même l'injection à la mode actuellement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit en recommandation de la SFR? On a dit qu'en l'état actuel, en l'état de l'art, sur ce qu'on savait sur les PRP, il ne nous était pas possible de statuer sur l'intérêt des PRP du fait du manque de recul et de l'insuffisance des données. Ceci ne veut pas dire que les PRP sont inactifs. Ceci ne veut pas dire que les PRP sont inférieurs à l'acide hyaluronique. Ceci ne veut pas dire qu'à l'avenir, les PRP n'auront pas une place dans notre arsenal thérapeutique. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on a beaucoup de questions sur les PRP en termes de reproductibilité des essais, parce que on ne parle pas toujours de la même chose. Alors, je vous ai mis cette petite plaquette parce que ça résume bien ce qu'est. Vous savez que nous, on fait des PRP dans le service. Ce qu'on appelle le PRP, c'est simplement une ultracentrifugation dans laquelle vous avez écarté le plasma et récupéré un tout petit culot qui correspond ici à votre petit culot de plaquettes. Si vous faites ce qu'on appelle un double spin, vous allez plus enrichir votre petit culot en plaquettes et vous allez l'enrichir avec moins de contamination avec des leucocytes. D'où la différence entre ce qu'on appelle des PRP pauvres en plaquettes et des PRP riches en plaquettes. Et en fait, ça dépend vraiment du nombre de centrifugations que vous allez faire. Est-ce qu'on a une preuve qu'il y a une efficacité différente entre les deux? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Donc, on ne parle pas toujours du même PRP, on ne parle pas toujours des mêmes processus d'activation, et donc c'est un peu difficile de retrouver ces petits avec les PRP. N'empêche que lorsqu'on regarde les méta-analyses, et il y en a plusieurs publiées, je vous ai retenu celle-ci parce qu'elle est vraiment bien faite, entre ce que dit le PRP et l'acide hyaluronique, globalement, ça dit à peu près la même chose, c'est-à-dire que les PRP, ce n'est pas inférieur à l'acide hyaluronique, ça pourrait même peut-être être un petit peu plus efficace en acide hyaluronique, si tant est que vous prenez des gens qui sont assez jeunes, et vous prenez des gonarthroses pas très évoluées. Donc mon but aujourd'hui, c'est de ne pas enterrer le PRP, mais de dire que le principe d'action est quand même relativement intéressant. Vous savez que le principe d'action du PRP, c'est de relarguer un certain nombre de facteurs de croissance qui sont pris dans ces plaquettes, et que finalement, en faisant ça, vous avez un gros effet. C'est comme si vous faisiez une espèce de bolus d'un effet anti-inflammatoire via le relargage d'effets de facteurs contre-inflammatoires. Pourquoi est-ce qu'on a été relativement prudent à la SFR? On a été relativement prudent parce que finalement, contrairement aux acides hyaluroniques, il y a très très peu de bonnes études faites randomisées contre placebo. Et vous voyez par exemple que lorsque les Américains ont statué, et ça c'était une étude demandée par la FDA, qui est une étude randomisée contre placebo d'injection de PRP. Et vous voyez que ce qui est très surprenant dans cette étude, c'est le très faible nombre de malades. Il y avait à peu près 30 malades par groupe, c'est quand même pas énorme. Et que surtout, la différence qu'on observait montre qu'il n'y avait pratiquement pas d'effet placebo, ce qui est extrêmement étonnant pour les injections de PRP dans cette étude. Donc on manque vraiment de bonnes études avec de gros effectifs qui comparent l'effet du PRP à l'effet du placebo, ce que l'acide hyaluronique a fait et ce que les PRP n'ont pas fait. Mais pour votre gouverne, nous sommes en train de monter, dont on sera coordonnateur ici à Mondeur, avec Florent Aymar, le premier gros essai français avec quelques centres internationaux d'une étude randomisée contre placebo d'une seule injection d'un PRP qui est plutôt enrichi en leucocytes, en tout cas pas avec un double spin. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil? Évidemment, c'est les anti-NGF et c'est le tanezumab, puisque vous allez avoir et nous allons avoir sur le marché très prochainement, très probablement très prochainement, le tanezumab,
avec des indications qui ne sont pas tout à fait claires. Donc, je ne vais pas vous refaire toute la physiopathologie de tanezumab. C'est un anti-NGF qui bloque la molécule, hein, pas le récepteur. Il y en a qui bloquent le récepteur. Cette fois-ci, on bloque le NGF. Le NGF, c'est un facteur de croissance, d'abord isolé au niveau du cerveau, qui a valu le prix Nobel à celui qui l'a découvert, et qui va sensibiliser à la fois les récepteurs périphériques, donc les nocicepteurs, mais également les nocicepteurs centrales. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, avec l'utilisation du tanezumab, des anti-NGF, il y a deux temps d'action. Il y a une réponse très rapide, qui survient très probablement parce que c'est un effet périphérique, ça diminue la sensibilisation des nocicepteurs périphériques, puis c'est un effet plus long, ça diminue la sensibilisation centrale. Et ça le fait parce qu'en fait, le NGF va être entrappé dans le neurone, conduit de façon rétroactive jusqu'au ganglion dorsal, libéré localement, avoir un effet anti-inflammatoire et diminuer l'effet de sensibilisation centrale du NGF. Donc, le NGF, ça a une action périphérique et ça a aussi une action centrale. Ça a une action locale, mais ça a aussi une action systémique. Donc, finalement, c'est un antalgique puissant à action périphérique, mais qui passe par un effet d'une administration systémique. Et il faut toujours garder ça en mémoire. L'administration du NGF est systémique, qu'il s'agisse d'une administration d'abord par voie intraveineuse, mais aussi maintenant, vous le savez, par voie sous-cutanée. Pourquoi est-ce que les firmes sont passées de l'intraveineuse au sous-cutanée? Eh bien, vous savez, à cause d'effets secondaires, en particulier de ces fameuses arthropathies destructrices. Donc les gens se sont dit, on va diminuer le risque en diminuant l'effet antalgique de ce produit en passant par la voie sous-cutanée. Et sans surprise, lorsque vous diminuez l'effet thérapeutique, c'est-à-dire la dose du médicament, vous diminuez forcément l'effet sur la douleur. C'est exactement ce qui se passe avec l'effet sous-cutané. C'est-à-dire que certes, avec des règles, la répétition d'injection sous-cutanée, une fois toutes les 8 semaines, de tanezumab à la dose de 2,5 mg ou de 5 mg, vous avez un effet qui est supérieur au placebo, mais regardez bien, l'amplitude de l'effet n'est pas considérable. C'est-à-dire que vous avez l'amplitude d'un effet entre moins 3 et moins 2,6, qui est juste à la limite de ce qu'on pouvait observer, de la différence qui est cliniquement pertinente. Donc, certes, l'effet est là, mais l'effet, l'amplitude de l'effet n'est pas si importante que ça. Est-ce qu'on a toujours, malgré l'utilisation d'une dose finalement par voie sous-cutanée, est-ce qu'on observe toujours ces fameuses arthropathies destructives? Et la réponse, c'est malheureusement oui. Je vous ai rapporté simplement cette étude qui a été rapportée l'année dernière à l'ACR par Mark Hochberg, reprise à l'EULAR, qui est une comparaison au très long cours du tanezumab par voie sous-cutanée à deux doses, 2,5 et 5 mg, comparé à l'usage d'un prise d'anti-inflammatoires. Et il y avait différents anti-inflammatoires, dont le diclofénac. Et sur un essai au long cours qui date d'il y a un an, il y avait deux endpoints. Le premier, c'était le nombre et le pourcentage d'arthropathie rapidement destructrice. Et le deuxième, c'était au terme de cette étude, le nombre d'arthroplasties, c'est-à-dire le nombre de prothèses totales. Et vous voyez que là, malheureusement, l'histogramme parle de lui-même. Vous doublez avec 2,5 mg le nombre de prothèses totales, et vous faites plus que le triplé, presque le quadruplé, avec l'utilisation de tanezumab à 5 mg. Donc ça veut dire qu'on ne comprend pas tout dans le mécanisme des arthropathies destructrices, qui certes restent limitées en nombre, mais qui appellent à une grande vigilance sur la pratique du tanezumab. Alors qu'est-ce qu'on peut dire au global? Au global, on peut dire que le tanezumab, c'est un effet positif supérieur au placebo, ça c'est absolument évident. C'est évident avec la voie sous-cutanée, ça est un moins important que la voie initiale par perfusion. Que 2, il faut éviter les anti-inflammatoires parce que vous augmentez l'effet antalgique et probablement le risque d'effet secondaire. Et que 3, il y a un certain nombre de tolérances, je crois moi personnellement qu'il faut garder bien en mémoire que l'utilisation irraisonnée et répétée du tanezumab risque d'augmenter le taux de ces fameuses arthroplasties et peut-être éventuellement, dans le sous-groupe de certains patients, le risque d'aller une prothèse. On pourra en reparler plus avant dans la discussion. Alors, lorsque je vous dis que toutes les recommandations ne se ressemblent pas, et je vous ai pris par exemple l'exemple des recommandations de l'ECHEO, qui sont aussi les recommandations d'un certain nombre d'experts internationaux, ben vous voyez que la stratégie n'est pas la même. Nous, on n'a pas essayé de stratifier, on s'est simplement posé par classe thérapeutique les unes après les autres, mais l'avantage par exemple de l'ECHEO, c'est de stratifier par étapes. Et vous voyez que par exemple, je prends par exemple quelqu'un qui est symptomatique, on lui a fait ses exercices, il continue à être douloureux, on commence à lui proposer des anti-arthritiques acquissements, ce qui est parfaitement logique, on lui associe un topique anti-inflammatoire, et on se dit ça marche pas. C'est pas suffisant,
On va donc voir si on peut lui donner de façon courte un anti-inflammatoire. Si ça ne marche pas, on va se proposer d'aller sur un genou sec vers un acide hyaluronique, vers un genou inflammatoire plutôt vers un corticoïde. Ça ne marche toujours pas, on va réfléchir à des antialgiques de niveau 2, éventuellement de l'oxycline, etc. Et puis si vraiment on n'y arrive pas, en évitant les opioïdes, bien sûr, on va pouvoir discuter la chirurgie. Et je trouve que dans les étapes faites dans ces recommandations, ça me paraît tout à fait raisonnable. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure? D'abord, toutes les recommandations ne se ressemblent pas. J'y ai participé, je suis vraiment donc défenseur des recommandations de la Société française parce que je trouve qu'elles ne sont pas dogmatiques, elles sont vraiment plus calquées sur du bon sens. Je répète que le grand principe, c'est quand même de l'adapter à un niveau individuel. Et j'arrête, j'ai été très long, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Non, pas du tout, vous n'étiez pas lent, vous étiez dans les temps. Et puis, c'était très précis et ça a un peu fait le survol de l'ensemble des traitements qu'on fait. Et malheureusement, on n'a pas encore à notre disposition de traitements très efficaces. Et certainement, il y a un faisceau, plutôt un ensemble de traitements qui doit être utilisé dans le cadre de la médecine personnalisée. Merci beaucoup, professeur Chevalier, pour votre présentation. Et alors, vous pouvez toujours poser vos questions. Vous avez une case en bas et à droite où c'est marqué questions et réponses. Vous pouvez poser des questions à M. Chevalier. Je commence moi d'abord avec tout d'abord l'étude de Lee. C'est vrai que ça m'a un petit peu impressionné puisque j'ai tendance à donner plutôt les opioïdes faibles que les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les gens de 70, 60 et 80 ans pour des soucis essentiellement de tolérance. Et là, avoir une surmortalité, un surplus de fractures et tout, j'espère que c'est juste lié à un biais d'inclusion des patients peut-être, plutôt qu'à un réel effet néfaste. C'est vrai que ça pourrait éventuellement modifier ma prescription ultérieure. Je fais un tout petit commentaire qui rejoint tout à fait le vôtre. Je suis encore très circonspect sur ces données. Déjà, dans le JAMA, je n'avais pas été trop convaincu. Enfin, c'est des données épidémiologiques où il manque beaucoup de données. La mortalité, c'est tellement variable. Voilà, donc il faudra quand même attendre et regarder ce que ça donne. C'est pour le moins très surprenant parce qu'il y a les fractures, bon, on ne comprend pas très bien. La mortalité, on ne comprend pas très bien. Les thromboses, on comprend encore moins. Donc vous savez, il suffit qu'il y ait un biais chez les gens qui prennent du tramadol, mais qui aussi avait un sous-groupe de ceux qui prenaient plus d'anti-inflammatoires. Tout ça, c'est des données qu'on n'a pas dans les abstracts, qui fait que je crois qu'il faut être très, très prudent dans l'immédiat. Tout ce qu'on sait sur le tramadol, c'est la grande variabilité de la tolérance individuelle. Ça, c'est sûr que oui. Très bien, merci beaucoup. Et puis, concernant le talésumab, j'avais un petit peu suivi les différentes étapes de développement. Je pense que les premiers abstracts ont paru en 2007-2008. Et c'est vrai qu'on était très enthousiastes. On pensait que c'était le traitement miracle, du moins symptomatique. Mais malheureusement, là, je suis déçu avec les chiffres de différence quand même très modestes entre le placebo et le talésumab à 2,5. Voilà, donc une énième déception. Et j'espère qu'on aura un traitement efficace et idéalement chondroprotecteur ou du moins symptomatique dans la gonarthrose. Donc là, je passe aux questions des auditeurs. Le docteur Ménad vous demande si vous associez des IPP à chaque fois que vous prescrivez des INS chez les arthrosiques. Est-ce qu'il y a des situations particulières de prescription d'IPP? Ce n'est pas très original ce que je vais répondre. Je fais comme tout le monde. Allez, Raymond, en France, c'est 65 ans. Quand vous avez un estomac de 65 ans, évidemment, il vaut mieux le faire. Et puis, évidemment, si vous avez tous les facteurs de risque antécédents digestifs, que ce soit un saignement, bien sûr un antécédent d'ulcère, bien sûr une œsophagite, bien sûr une hernie hiatale. Attention, les gros ont très souvent des hernies hiatales. Ils ont un reflux par le fait de leur surpoids et de la distension abdominale. Donc, les hernies hiatales, il faut passer souvent à côté. Ce n'est pas une mauvaise idée de leur donner des IPP. Eh bien, et puis la prescription long cours de l'IPP aussi est probablement à éviter. Il y a des warnings. Il y a des warnings aussi sur la prescription long cours. On a dit beaucoup de choses. Je ne sais pas si tout ce qu'on a dit était vraiment vrai. Ouais. On nous a dit que ça donnait l'ostéoporose, puis finalement on nous a dit que c'était plutôt la gastrite, et puis etc., etc. On nous a dit que ça donnait des infections pulmonaires, que ça favorisait les infections digestives. Je pense que la prescription raisonnée de l'IPP, ça ne doit être pas tout à fait anodin. Peut-être aussi quand la balancier a l'air plutôt un peu trop sur le risque. Alors, le docteur Kadem qui nous salue. Bonjour Kadem. Je ne sais pas si tu le vois, mais moi je le salue amicalement. Et qui vous demande si vous avez une bonne expérience avec la prescription, la combithérapie anti-arthrosique d'action lente. Est-ce que vous donnez des combinaisons de 2 ou 3 traitements chez le même patient?
Moi, je vais être honnête avec vous, je le fais rarement. Voilà. Ça m'est arrivé de le faire. Je le fais rarement. Alors bon, il y a des études qui montrent que ça marche mieux. Alors, j'ai aucune prévention sur le fait de le faire. Si ça marche, par exemple, quand je donne un anti-arthrosique excellent, le malade est content, qu'il y a une petite diminution, qu'il prend moins d'anti-inflammatoires, j'en reste là. Quand ça marche pas, bah, ça m'est arrivé de combiner les deux. Pour être franc, je ne combine pas toujours le chondroïtine avec la glucosamine. Parfois, je mets un peu de casclédine. Peu importe, je combine les deux. Bon, il n'y a pas de littérature, mais pourquoi pas. Donc ça m'arrive de le faire. Est-ce que ça m'arrive fréquemment de le faire? Non, pas fréquemment. C'est peut-être une erreur, parce que la combinaison des deux montre dans la littérature que ça donne un petit plus. Et même in vitro, ça donne un peu plus. Peut-être que je devrais le faire un peu plus. Ouais. Non, je n'ai rien contre, vraiment. Est-ce que vous faites des séquences, c'est-à-dire est-ce que vous changez chez les patients qui ont déjà bien répondu à la glucosamine? Est-ce que vous êtes amené au bout d'un certain moment à donner un autre à salle? Si ça marche, je ne change pas. Au contraire, je renouvelle les ordonnances. Ok. Voilà. Par contre, j'attends un peu, vraiment, j'ai dit aux malades d'attendre. Il y a toujours un effet de latence qui est toujours un peu difficile à comprendre avec ce genre de produit. Mais je leur dis vraiment d'attendre et que moi, honnêtement, je vous dis ce que je leur dis. Je leur dis, écoutez, essayez. Si en 2 à 3 mois, vous avez un effet, bah, c'est que c'est bon signe. Et dans ce cas, vous pouvez le prendre dans le cours. Et en général, c'est ceux qui ça marche. Ils viennent en disant, bah, je suis très content de mon truc, je continue. Si au bout d'au-delà de 3 mois, vous n'avez pas beaucoup d'effets, alors on peut essayer une combinaison. Je ne sais pas si ça marche mieux quand il y a un échec du premier. Je ne suis pas capable de répondre à ça. Et puis, est-ce que vous donnez des fenêtres thérapeutiques comme recommandé parfois par les labos? Ou est-ce que vous donnez en continu? Pas de fenêtre thérapeutique, c'est un anti-arthrosique qui marche au long cours. Honnêtement, je dis aux patients de les continuer. D'accord. Ok. Alors, on a une question de Madame Bidel de Skikna que je salue. Est-ce que une combinaison de curcumine et de chondroïtine a un effet synergique? Est-ce que c'est une combinaison idéale chez les gens qui ont un terrain, on va dire, de comorbidité lourd? Alors, synergique, je ne sais pas répondre. Je ne sais pas si l'effet de l'un augmente l'effet de l'autre. Ça, je ne sais pas. Additif, probablement, oui. C'est-à-dire que je ne vois vraiment pas pourquoi on se priverait de donner un anti-arthrosique à action lente si l'effet du curcuma est juste suffisant, ou vice-versa, si l'effet de l'anti-arthrosique est juste suffisant, on donne du curcuma. Non, je ne vois pas de prévention particulière. J'en vois une, par contre, et que je répète, je ferai très attention à la combinaison d'anti-inflammatoires en stéroïdien avec le curcuma. Ok. Et je ferai très attention si avec l'aspirine, même faible dose. Chez certains patients, quand même, on a 30% des patients très âgés qui prennent de l'aspirine. Donc là, est-ce que Vraiment faire vous attention. espacez? Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais des fois, ils ne disent pas qu'ils prennent de l'aspirine. Tout à fait. Ouais, ouais. Et parfois, on ne fait pas attention et on donne des INS. Et très souvent, il faut reconnaître qu'ils ont souvent l'anesthésie cardiovasculaire, ils prennent de l'aspirine low dose, et l'aspirine low dose, c'est aussi gastrotoxique. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez commencé à utiliser parmi les acides hyaluroniques, les acides hyaluroniques où on a une combinaison avec du mannitol ou d'autres produits pour potentialiser leur action immédiate? Je ne sais pas si c'est disponible en France. Si, c'est disponible. On a des actions avec le sorbitol, on a des acides hyaluroniques avec le sorbitol, on a des acides hyaluroniques avec le mannitol. Voilà. Honnêtement, je pense que l'effet est plus théorique que pratique parce qu'il n'a pas été montré dans les études. Bon, c'est pas inférieur, mais il n'a jamais été montré que c'était supérieur à notre acide hyaluronique. D'accord. Assez séduisant dans le mécanisme d'action, mais de fait, ça n'a pas été montré comme étant supérieur. Ok, très bien. Alors, on a une question de Madame Kinsey, que je salue aussi. Ah, bah bonjour, Euh, madame. Ravi. Elle vous pose la question sur les travaux, quoi de neuf sur les hydrogels et leur place dans la bonne arthrose. Les hydrogels, lesquels? Alors là, les procédés de l'hydrogel qu'on met à l'intérieur du genou afin d'avoir un effet contre l'usure ultérieure du cartilage. Vous voulez dire de la prolothérapie, tout ça, non? Euh, non, c'est pas de la manipulation des structures intra-articulaires, mais c'est du matériau qu'on peut injecter à l'intérieur du cartilage afin Moi, les hydrogels, d'améliorer. je connais surtout ça dans les applications des gens qui ont des défects du cartilage. C'est-à-dire que là, l'injection des hydrogels, enfin, c'est même pas l'injection, c'est l'application des hydrogels, est relativement intéressante. Après, je ne cherche pas qu'il y ait une grosse littérature, ou en tout cas, je ne connais pas bien, sur l'injection intra-articulaire d'hydrogel, ou ces produits apparentés aux acides hyaluroniques. Alors, une autre question. Est-ce qu'il y a des données actuelles dans la littérature concernant l'utilisation simultanée des PRP et des acides hyaluroniques? Alors, simultané, moi j'ai vu passer quelques papiers, vous savez, mais c'est souvent des papiers qui relèvent de la littérature orthopédique.
où les gens font effectivement ça, c'est-à-dire que, et puis ils font même un peu de chirurgie. Donc, mais il n'y a aucune bonne étude randomisée qui comparerait par exemple un bras PRP, un bras acide hyaluronique et un bras des deux. Mais très souvent, vous verrez dans la littérature, en particulier c'est une littérature des orthopédistes, qui combinent alors une injection de PRP, deux injections d'acide hyaluronique, et puis on fait ça, puis on fait l'arthroscopie après. C'est très difficile dans ce genre de littérature de se faire une idée de savoir s'il y a un effet additif, synergique. C'est toujours pareil, quand on fait deux produits en même temps, on ne va plus savoir lequel fait quoi. Donc déjà, il faudrait montrer qu'il y a un effet différent entre l'addition des deux. Sur le fait de dire, on peut combiner par exemple un PRP, puis ensuite faire un acide hyaluronique, moi je serais assez favorable à ça. Je serais assez favorable dans le principe. Parce que finalement, ce n'est pas des produits qui ont la même modalité d'action, et c'est un peu comme un corticoïde avec un acide hyaluronique. Moi, je serais assez favorable à regarder les combinaisons, peut-être pas dans le même temps, mais dans une succession de temps. Okay. C'est pas du tout stupide, hein. Ouais. C'est vraiment pas à exclure. Mais les données de la littérature sont extrêmement pauvres actuellement. En tout cas, moi, je n'ai pas connaissance de ça. Il y a le docteur Tal Khaled de Constantine qui souligne l'intérêt de rechercher toujours la composante neuropathique dans la gonarthrose et de la traiter éventuellement, parce qu'on a tendance à penser plutôt à la composante nociceptive, à négliger la composante chronique, neuropathique, etc. Oui, on en avait parlé un petit peu pour les acides hyaluroniques il y a 15 jours. Hein. Là encore, je vais vous dire, puisque c'est quand même l'intérêt, c'est de dire ce qu'on pense. Je trouve qu'on a un petit peu exagéré la composante neuropathique dans la gonarthrose, parce que il y a beaucoup d'études qui ont fini par trouver des pourcentages invraisemblables de douleurs neuropathiques. On se dit, alors bon, en général, de 15 à 20%, c'est assez normal. Mais si vous demandez à un patient qui a une mal à la gonarthrose, si ça le brûle un peu, il va vous répondre que oui. S'il a mal un peu la nuit, il va vous dire, ah oui, oui, de temps en temps, ça brûle. Oui, oui. Et puis, sur les questionnaires des NA4, vous arrivez assez vite à une douleur un peu de type neuropathique. C'est quand même pas ça, la douleur neuropathique. La douleur neuropathique, c'est vraiment la douleur qui fait mal la nuit, c'est l'hypoesthésie analgésique, etc. J'ai un petit peu peur de temps en temps, et surtout dans les études, on a un petit peu hypertrophié cette composante neuropathique. C'est vrai que dans les vraies douleurs chroniques, etc., il y a une authentique douleur neuropathique par sensibilisation centrale. Mais peut-être un petit peu d'hypertrophie. Globalement, quand même, le malade qui a mal au genou, il a mal de façon mécanique. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, monsieur Slimani, mais... Oui, ouais, enfin, je suis d'accord, mais il y a juste un phénotype de patients qui ont des gonarthroses plutôt sévères et qui souffrent tous les jours. Et Ouais, donc, oui, mais au fil vraiment du temps, j'allais dire en fin de parcours, quoi, pas souvent. Non. voilà. Et comme l'accès à la prothèse en Algérie est beaucoup plus difficile qu'en France, donc on voit souvent ce genre de patients qui ont Ouais. qui ont des douleurs d'intensité assez élevées et qui répondent très moyennement aux antalgiques usuels. Ouais. Alors, question du docteur Metri. Il vous demande quels sont les antalgiques que vous prescrivez le plus chez vos patients gonarthrosiques en pratique. Bon, bah, je suis franc avec vous, moi je continue à essayer le paracétamol, hein, mais très vite je m'aperçois que ça ne marche pas. C'est pour ça que je trouve que la recommandation française est plutôt pondérée et juste que de dire elle ne doit pas être systématique, on peut passer un anti-inflammatoire, mais moi je continue de temps en temps à prescrire du paracétamol. Je ne m'interdis pas sur une période courte en faisant attention à la dose. Très souvent ça ne marche pas. Après, quand on est coincé et qu'on ne peut pas donner des anti-interactions lentes, je fais comme tout le monde, je fais comme ce que vous avez dit, hein, je vais souvent au niveau 2 et je vais souvent au tramadol. Mais force est de constater que ce n'est pas toujours bien toléré. Et franchement, moi, je ne donne pratiquement jamais d'opioïdes. Alors, je donne souvent du tramadol, je donne souvent des combinaisons, et je ne vais pas faire la liste, mais il y a très souvent des petites combinaisons de petites doses de codéine avec le tramadol, ou de petites doses de codéine avec le paracétamol. Et puis, par exemple, les feralgo-coïdinés, de temps en temps, ça marche pas mal. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Hein, et puis, on est bien content de les avoir. Il y a pratiquement zéro étude sur ces combinaisons d'associations. Mais dans la pratique courante, on est bien content de les avoir. Hein. Tout à fait, oui. Ouais. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi la codéine ne bénéficie pas du même nombre d'études dans les pathologies courantes que le tramadol et les autres. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Alors, question du docteur Zemir de Schleff. Est-ce que l'acide hyaluronique trouve toujours sa place dans la gonarthrose stade 4 avec des contre-indications à la chirurgie? Alors, notre collègue n'a pas assisté au Ouais. webinaire d'il y a 15 jours, parce qu'on était tous d'accord, je crois, pour dire de façon consensuelle, qu'on peut parfaitement faire d'acide hyaluronique à un stade 4.
et qu'on entend que le résultat en attente sera sans doute un peu inférieur, sans doute, mais incontestablement inférieur à un stade plus débutant, mais ça n'interdit absolument pas de le faire. Et je répète ce que j'avais dit il y a 15 jours, c'est-à-dire que quand ça marche, y compris sur un stade 4, le niveau de réponse est le même que quand ça marche sur un stade 2. Par contre, en pourcentage de réponse, ça marche moins bien. Tout à fait. Et là, chez les femmes qui viennent souvent avec des gonarthroses et des déviations axiales, donc des genoux varum, est-ce que vous êtes plus autant tenté qu'avant de leur faire subir une vagisation, ou est-ce que vous vous abstenez la plupart du temps? Ah non, 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 en plus, moi j'ai un biais de jugement parce que je suis d'une école ici, on a chirurgicale, avec Goutelier et Arnigou, ils faisaient beaucoup d'ostéotomie, de vagisation pour les ostéotomies internes. Donc ça reste une pratique qui est encore très importante. Il faut quand même reconnaître, hein, pour être franc, parce que quand même les choses évoluent, que la PUC dans une bonne indication donne quand même d'excellents résultats aussi. Donc je crois qu'il faut bien regarder entre la PUC et l'ostéotomie, parce que l'ostéotomie a une durée de vie quand même moins longue que la PUC. Donc si vous allez sur une gonarthrose très unicompartimentale chez quelqu'un qui est plus âgé, je pense qu'il faut privilégier la PUC, il n'y a aucun doute. Si vraiment vous dites que c'est un type jeune qui a une cinquantaine d'années ou que vraiment il n'en peut plus, qu'il est inférieur à 60, et vous dites vraiment je veux gagner beaucoup plus, on peut discuter de faire une ostéotomie de réaxation, mais comme vous le savez, la reprise après une ostéotomie à la PUC n'est Oui, pas exactement la même. C'est plus tout à fait. difficile de reprendre sur une ostéotomie qu'après une PUC. Donc il faut bien regarder hein, les ligaments, l'instabilité sagittale sur le croisé, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Chez quelqu'un d'âgé, il faut privilégier la PUC, et la PUC a une durée de vie qui est plus longue que l'ostéotomie. Elle est moins contraignante en post-opératoire Elle aussi. est moins contraignante, et ça va plus vite, et ça saigne moins, etc. Par contre, c'est vrai que si vous avez un type qui a 55 ans, et que là, on veut vraiment gagner du temps sur la prothèse au long cours, y compris là, il faut vraiment réfléchir sur l'ostéotomie. Okay. Surtout s'il est obèse, peut-être. Oui, surtout aussi si le baise, absolument. Alors, question du docteur Benalia. Que pensez-vous du traitement par la colchicine dans les maladies arthrosiques? Bah, je crois qu'il y a récemment, on a montré que ça ne marchait pas. Un essai récent a montré que ça ne marchait pas. Bon, alors, non, non, c'est un essai montré malheureusement que ça ne marchait pas, y compris dans l'arthrose des doigts. Bon, après, on peut toujours jouer sur le fait que de temps en temps, il y a une chondrocalcinose associée et qu'on peut tenter la chondrocalcinose comme facteur d'ajustement pour se dire on va essayer. La colchicine, c'est pareil, hein, attention aux effets secondaires de la colchicine chez des populations âgées qui ont souvent une insuffisance rénale. Hein. Mhm, C'est pas forcément le médicament le plus facile à manier. tout à fait. Et dans la chondrocalcinose, est-ce que vous la donnez plutôt au long terme ou en cas de crise? Comment vous Non, faites généralement? d'abord et avant tout en cas de crise, comme tout le monde, hein, ça c'est plus anti-inflammatoire pour moi dans la chondrocalcinose que la colchicine dans la goutte. Enfin, c'est tout à fait possible. Les quelques essais que j'ai essayés de la colchicine dans le long cours de la chondrocalcinose, par expérience personnelle, pour être très convaincu, pour être franc. Pour exceptionnel. Hein. Alors, deux questions concernant le curcuma. Tout d'abord, est-ce qu'il y a un bilan à faire euh, pour la surveillance sur long terme? Et justement, quelle est la durée totale qu'on peut proposer sans s'exposer à des soucis de tolérance? Je commence par la deuxième question. Je ne sais pas bien répondre à la deuxième question parce qu'on n'a pas le recul. Donc les essais sont à 3 à 6 mois. Je pense qu'il faut quand même bien faire attention à adapter la dose. Moi j'aurais tendance à dire qu'il faut monter de 30 à 8 à 60, éventuellement un peu plus. Si le malade répond très bien, le gérer un peu comme un anti-inflammatoire stéroïdien, c'est-à-dire attendre que la poussée passe et puis essayer de redescendre à une dose un peu plus faible. Attention, la tolérance au très long cours, c'est un produit qui a un profil de tolérance à l'anti-inflammatoire non stéroïdien. Pour l'instant, il n'y a pas de warning sur l'atteinte rénale, mais c'est aussi parce que c'est un produit pour lequel il manque peut-être il faut faire peut-être un peu plus attention chez les insuffisants rénaux, etc., etc. Donc j'aurais tendance à dire que c'est un très bon médicament sur des poussées dans lesquelles ça ne marche pas, que s'il fallait le prescrire en cours, j'essaierais de la dose la plus petite possible, et que de toute façon, je réévaluerai régulièrement à 3 et à 6 mois. Parfait. Et est-ce que c'est remboursé en France ou c'est pas le cas? Non, 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 non. Non, pareil en Algérie. Question du docteur Ridel, notre ami Ridel d'Alger. Elle vous demande concernant la place des neurostimulateurs, les TENS, puisque vous ne l'avez pas abordé dans la question, est-ce que ça a perdu toute valeur thérapeutique dans la gonarthrose? Non, non, je ne l'ai pas abordé parce que ça ne fait pas partie habituellement des recommandations.
Nous, sur la société française, on n'a pas statué sur les TENS, mais par exemple, si vous regardez les recommandations de l'ORC, ça n'a pas été retenu, hein, ça a même été directement à la poubelle. Bon, le TENS, c'est un pis-aller, hein, c'est quelqu'un qui a une douleur très importante, qui ne peut pas être opérée, auquel on ne sait plus quoi faire, qui a une petite composante neuropathique, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Faut quand même reconnaître, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Samy, mais c'est quand même, le TED, c'est quand même plutôt ça ce qu'on privilégie dans les pathologies rachidiennes et radiculaires au long cours. Chez les gens qui ont les sciatiques, on ne s'en sort plus. Ça m'arrive, j'avoue, je ne sais pas si ça vous arrive souvent de faire du TENS dans les gonarthroses, encore moins dans les arthroses de hanche. Du tout. Voilà. Franchement, c'est pas une Déjà habitude. que c'est une action modeste, et Ouais, on a l'impression qu'il y a un échappement thérapeutique par la ouais, suite. ouais, c'est Voilà. pas forcément plus facile. Question de Madame Fatas. Quelle est la place de la mésothérapie dans la gonarthrose? Plus que modeste. Et sans autre commentaire, voilà. Ouais, voilà. OK. Donc, une très bonne tolérance, mais plus que modeste. Ouais, ouais, ouais. Hop. Donc là, on a répondu, je pense. Est-ce qu'on peut donner des ASAL pendant plus de 6 mois? Je Ah pense oui, oui, qu'on a déjà répondu. Voilà. Le curcumine et syndrome, non, non, AVK. non, non. Non, d'accord. Là, toujours question concernant les acides hyaluroniques. Intérêt de la triple injection versus la mono-injection. Ouais, Je crois qu'on a abordé ça il y a 2 semaines. pas une question qui vient de McFarm, ça, non, par hasard? Non, 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 du tout. D'un rhumatologue, d'un rhumatologue. Non, non, bah, je crois qu'on a déjà assez bien répondu, hein. Je répète ce que j'avais dit, hein. Euh, 3 injections d'un bon acide hyaluronique valent mieux qu'une seule injection d'un mauvais mono-injection. Par contre, une injection d'un vrai mono-injection, c'est-à-dire d'un acide hyaluronique dont on sait que le taux de résidence à l'interarticulation est beaucoup plus long, est tout à fait recevable. Enfin, attention aux vraies fausses mono-injections quand même. Et attention aussi, ne pas confondre que 3 injections, 3 ampoules dans un, c'est pas une mono-injection. 3 ampoules dans un, c'est pas une mono-injection. Ça n'augmente pas le temps de résidence de l'articulation, c'est faux. Ça peut augmenter la quantité de produit et puis c'est tout. Mais c'est pas ça le but, du principe d'une mono-injection. Le principe de mono-injection, c'est d'avoir un produit qui reste plus longtemps dans l'articulation. Là, on a 2 questions qui concernent le sportif. Donc, la question de Madame Latrousse, rhumatologue. Une gonarthrose débutante chez un jeune sportif, est-ce que c'est une bonne indication des anti-arthrosiques d'action lente? Est-ce qu'il y a de la littérature dans ce domaine? Littérature, je ne crois pas. En tout cas, pas que je sache. Je ne sais pas si vous savez, vous, Samy, mais Non, non. pas grand-chose. Non, non, je crois qu'au contraire, c'est exactement ce genre de patient sur lequel il faut prescrire des anti-arthrosiques. Moi, j'ai quelques malades, des jeunes sportifs. Alors, j'ai pas les grands sportifs, hein, j'ai pas les grands qui circulent dans un circuit qui est très très particulier, les très grands sportifs. Mais on a souvent de jeunes sportifs et des mecs qui veulent absolument continuer le sport. Moi, je privilégie dans ce cas les anti-arthrosiques à action lente, les antalgiques et, je vous le dis, parfois les injections même préventives d'acide hyaluronique. Et j'ai 1 ou 2 cas comme ça que je tiens. Alors, est-ce que c'est l'évolution naturelle ou est-ce que c'est l'effet bénéfique d'acide hyaluronique? J'ai des gens qui peuvent continuer à faire leur tennis, continuer à faire leur jogging parce que je leur répète souvent l'acide hyaluronique, que je leur mets un petit intensité arthrosique à action lente et que finalement, avec ça, on arrive à les tenir. Est-ce que c'est l'effet de l'évolution spontanée chez quelqu'un de jeune qui a une arthrose débutante? Non, je crois que vraiment, c'est assez typiquement le genre de match lequel il faut l'essayer. OK. Et pareil, bon, là, vous venez de répondre. Il y a le docteur Boicaz, médecin du sport, qui parle de l'acide hyaluronique et son rôle éventuellement protecteur du genou d'un sportif Honnêtement, je de crois que footballeur. si on a un concept à défendre avec l'acide hyaluronique et si on croit vraiment que ce produit a un effet contre-protecteur, il faut le prendre dans des arthroses débutantes. Comme dans n'importe quel médicament contre-protecteur, quand vous prenez une arthrose trop avancée, c'est trop tard. On n'y arrivera pratiquement jamais ou très difficilement. Si on croit vraiment à ce concept, il faut le prendre sur les arthroses débutantes. Il faut le prendre chez les jeunes sportifs dans lesquels il y a peu ou pas de lésions. Et là, on sort des traitements pharmacologiques. Là, il y a une question concernant la cure thermale. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous continuez à la prescrire dans la gonarthrose? Moi, je continue à le faire. D'abord, je ne fais pas spontanément, mais souvent les malades me le demandent. Je dis pratiquement jamais non. Il y a une très bonne étude faite par nos amis forestiers qui date d'il y a 4-5 ans, qui a été publiée dans les Annales of Rheumatic Disease, hein, pas dans n'importe quelle revue, qui montrait et qui concluait à l'effet bénéfique. Alors, c'était des arthroses tout venant, hein, rachis, tout ce que vous voulez,
et qui concluait à l'effet bénéfique. Avec la cure thermale, c'est toujours pareil. C'est efficace au moment de la cure, ça a un petit effet rémanent, puis ça s'arrête. Donc, il y a un effet de la cure qui est multifactoriel, et il y a un effet rémanent qui dure sur plusieurs mois. Bon, écoutez, si on a un effet rémanent qui dure sur plusieurs mois, hein, pourquoi s'en priver? Alors, c'est très décrié, il y a des gens qui sont très dogmatiques, qui sont formellement contre, qui trouvent que ça coûte trop cher pour ce que ça donne. Quand vous avez une petite arthrose et que vous pouvez payer une cure thermale, que le type revient au bout de 2-3 mois et qui dit que bah, finalement ça lui a fait du bien, qu'il est très content, ma foi. C'est pas la question, c'est pas tellement là. La question c'est de savoir est-ce que la caisse doit les rembourser. C'est ça la question. C'est est-ce qu'à l'échelon national, on doit rembourser ce genre d'effet qui est finalement pas très élevé. Ça c'est une autre question. Auquel je me garde bien de répondre. D'accord. Alors, on a une question de Dr Messaoudi de Batna. Est-ce qu'on peut donner même à courte durée une association de curcumine et d'anti-inflammatoires non stéroïdiens? Très courte durée, pourquoi pas? Enfin, moi, je me méfierais vraiment beaucoup. C'est vraiment, ça se rapproche d'anti-inflammatoire. Sur une très courte durée, 4-5 jours, oui, pourquoi pas, mais attention aux effets digestifs. Attention aux effets digestifs. Exactement. Et là, j'ai une dernière question concernant, alors toujours l'actualité. Dans un contexte pandémique de Covid-19, vous faites comment avec la prescription des INS? Est-ce que vous continuez à prescrire au même rythme? Est-ce que vous limitez la durée, diminuez la dose? Non, moi, pour les anti-arthrosiques, pour les patients qui ont des arthroses, je continue à prescrire ponctuellement des anti-inflammatoires. Je crois que là encore, ça a été très hypertrophié, hein, l'effet délétère des anti-inflammatoires. Hein. On en est Tout à fait. on dit que ça ne faisait pas d'effet. Bon, on a eu très peur au début, je crois qu'on a beaucoup moins peur de ça. Que sur une période courte, on prend vraiment pratiquement pas de risque. Hein. Période longue, oui, mais enfin, qui prescrit des anti-inflammatoires à période longue? Plus personne. Même pas dans les rhumatismes inflammatoires. Donc, Hormis les jeunes spondylarthritiques, peut-être. oui, c'est ça, voilà, hormis les spondylarthrites, absolument, pardon. Oui, hormis les spondylarthrites. Voilà. Et puis, ça a été confirmé par les recommandations de l'ELAR, de l'ACR, de l'AFLAR et tout, où les INS n'ont pas lieu d'être écartés de l'arsenal thérapeutique chez les gens, même en zone d'endémie. Non, vraiment, je crois que c'était un effet, un buzz qui a fait plouf, ça. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Il me reste à vous remercier, Monsieur Chevalier, de votre patience et de votre contribution. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions de façon très ciblée, très pédagogique. Merci à Magfarm. Vous pouvez dire un dernier mot, peut-être, Monsieur Chevalier? Oui, alors écoutez, d'abord, moi j'ai toujours un très grand plaisir, qui est malheureusement partagé via l'ordinateur, c'est quand même un peu moins rigolo, un peu moins sympa. Donc moi, je n'ai qu'un souhait, c'est qu'on refasse ça avec vous, Samy, mais cette fois-ci en Algérie. Il faut dire au docteur Kadem que j'ai pas pu aller à Annaba et que donc j'espère bien qu'il va recommencer un truc à Annaba. Je salue mon grand ami Brahim Daou, je ne sais pas s'il nous a écoutés, mais c'est un ami qui est proche. Et j'aurai un immense plaisir à retourner chez vous. En tout cas, j'espère qu'on aura le plaisir de se voir à la SFR, si la SFR n'est pas virtuelle. Voilà. Les amis. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci Magfarm et merci à tout le monde. C'est un plaisir. À la prochaine. Merci. Au revoir. Bye bye.